J'avais 3 entraînements par semaine, donc c'était vraiment beaucoup. Des entraînements qui duraient 1 heure et demie, 2 heures, et c'était pas à côté de chez moi. Donc oui, je vais vraiment être plus concentré, autant à l'école que sur mes devoirs en fait, pour éviter de perdre du temps en fait. Il y avait des moments où je rentrais chez moi vers 17 heures, je repartais directement pour être à l'entraînement à 18 heures et je revenais chez moi vers 20h30. Et j'avais peu de temps pour faire mes devoirs, donc forcément oui, faut être assidu à l'école, pas impossible en fait. Et après, du coup, en seconde, je suis passé dans une section sportive à la Collinière. Et comme c'est un emploi du temps qui est totalement adapté pour les sportifs, j'étais à l'internat. Le temps est devenu tout de suite beaucoup plus gérable. Tout était beaucoup plus gérable, tout plus accessible. J'avais même beaucoup plus de temps libre pour moi. Et mes notes, ça s'est vu, elles ont largement augmenté. Donc oui, en fait, c'est quand on n'a pas un emploi du temps adapté, c'est dur, mais c'est pas impossible. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, des bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez Vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Je suis sur le podcast ce matin avec Deyane Otou. Avant de je vais d'abord te laisser dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Oui, bonjour. Avant de commencer ce podcast, je vais faire un clin d'œil à Noémie, ta cousine, qui nous a mis en relation, qui vient de démarrer son alternance chez Alltook. Donc, merci Noémie. Soit elle nous entendra, soit elle fera même peut-être le montage de ce podcast. Donc, comme quoi, les choses se font en famille. Et donc, avant de démarrer le podcast, c'est devenu une tradition un peu sur Allez Vas-y. Pour faire un peu connaissance avec toi, Deyane, on va faire un portrait chinois. Ça veut dire que je vais te dire un mot et puis tu me donneras la première réponse qui te vient à l'esprit, et puis on va démarrer tout de suite avec la première proposition. Si je te dis un lieu, tu me dirais quel lieu? Stadium, là où je m'entraîne, Stadium Pierre Quignon, à Nantes. Et bah, c'est là où j'ai passé la majeure partie de mes entraînements et de mes compétitions, en fait. Donc, c'est un lieu avec qui je suis pas mal familier. D'accord, ok. Et on reviendra dessus après. Si je te demande un plaisir gourmand, même si pour le sportif, souvent les plaisirs ils sont un peu des fois limités, mais justement, peut-être qu'on apprécie encore plus. Si je te dis un plaisir gourmand, ce serait plutôt sucré ou salé? Plutôt sucré. Je suis vraiment beaucoup plus sucré. D'accord. Et tu dirais quoi comme il y a quoi comme petit plaisir sucré qui te viendra à l'esprit? Je dirais les pancakes, sans Ah, hésiter, les pancakes. ok. Avec le sirop d'érable? Avec sirop d'érable. Ou du miel aussi, ça dépend des Ah, fois. bien, bien, bien. Les deux. Les deux sont vraiment bons. Les deux, je prends, effectivement. Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais? Une passion, un passe-temps, je dirais soit l'astronomie. C'est vraiment un Mhm. truc qui m'intéresse depuis tout petit, vraiment. Et un passe-temps, je vois la PS4. Ouais, normal en même temps. Normal. Je suppose que tu passes beaucoup de temps sur les terrains d'entraînement, on y reviendra, donc c'est logique qu'il y ait un Oui, petit donc, peu aussi. Voilà. Et si je te demande de me citer une personne qui compte, qui a compté, ou une personnalité, en tout cas quelqu'un qui t'inspire, tu me dirais qui? comment dire ça? J'ai pas de modèle en fait en athlétisme, surtout dans ma discipline, dans le sprint, mais j'ai quand même quelqu'un à qui je veux ressembler, enfin en tout cas techniquement, c'est Carl Lewis. Bon, c'est un athlète qui est vieux maintenant, mais ouais, qui a percé un peu dans les années 80-90, et je trouve qu'il a une technique vraiment exceptionnelle en fait, et c'est une technique que je veux avoir en fait, avec qui je veux ressembler. C'est vrai qu'effectivement, ce qui avait été souvent mis en avant pour Carl Lewis, c'est qu'on disait que c'était un peu un esthète, c'est-à-dire un très bel athlète dans sa façon de courir. Certains sont Oui, dans la voilà, c'est ça. puissance. Et effectivement, juste aussi par la parenthèse, Carl Lewis faisait en plus du saut en longueur. Donc, effectivement, il tirait le bénéfice des deux disciplines. Et on
on reviendra justement sur toi, les disciplines que tu effectues. Donc maintenant qu'on a fini ce portrait chinois, déjà merci. Je vais te laisser la parole pour nous parler de ton parcours, de où tu viens, quel âge tu as, parce que ça a une importance vu tes performances aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu es sur le podcast, en tout cas, qu'est-ce que tu pratiques comme sport, et puis ensuite, tout doucement, on fera plus connaissance avec toi et on parlera de tes ambitions futures. Et d'abord, je m'appelle Déane Tout, j'ai 17 ans. Je suis dans le club du Nantes Métropole Athlétisme à Nantes. Je suis né à Brest et je suis venu à Nantes dès mes 2 ans. Enfin, mes parents sont venus à Nantes dès mes 2 ans. Avant de commencer l'athlétisme, je faisais du foot. J'ai fait 2 ans de foot et j'ai pas vraiment accroché à la mentalité du foot en fait et des sports d'équipe un peu plus de manière générale. Du coup, je me suis tourné vers un sport un peu plus individuel, l'athlétisme. Du coup, j'ai commencé, ça fait maintenant 6 ans que j'ai commencé en sixième à mes 11 ans et j'ai directement accroché. J'ai directement aimé en fait l'ambiance, l'esprit qu'il y avait un peu dans mon entraînement et dans l'athlé. Ensuite, j'ai commencé à faire des compétitions et je voyais que j'étais quand même pas mauvais. Je gagnais souvent mes courses, avec une technique un peu catastrophique, mais je gagnais mes courses quand même. Donc ça m'a encore plus fait kiffer l'athlétisme. J'ai continué à mettre de plus en plus de moyens, de plus en plus de temps et de rigueur pour mes entraînements, pour mes compétitions. Il y a 3 ans, je crois maintenant, 4 ans, j'ai fait mon premier titre national au Point d'Or à Tours. C'était un peu le début de ma grande aventure dans l'athlétisme. Et justement, on va revenir sur ce qui est le déclencheur. Moi, je voulais juste faire un petit retour en arrière sur quand tu démarres l'athlétisme, parce que c'est vrai qu'il faut l'expliquer. C'est un sport, contrairement à ce qu'on imagine, on ne fait pas que courir. En fait, il y a pas mal de gammes, etc. Est-ce que tu peux nous réexpliquer quand tu étais petit, qu'est-ce que tu faisais aux entraînements et tout? Parce qu'il peut y avoir des jeunes qui viennent pas à l'athlétisme en se disant je fais que courir, et en fait il y a aussi des gammes, etc., enfin du travail sur le corps avant tout. Ouais, mais en fait, faut se dire qu'en athlé, genre quand on court, c'est vraiment pour mettre en pratique, mettre en situation réelle un mouvement qu'on a appris un peu plus tôt, un peu plus lentement. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'on court beaucoup, je vais pas le nier, mais on fait beaucoup des mouvements plus au ralenti ou de gamme pour s'échauffer, parce qu'en athlé, en général, surtout pour moi, les sprints, on demande au corps un effort très intense sur une petite durée. Donc l'échauffement, c'est vraiment primordial. Et oui, moi, par exemple, sur mes entraînements quand j'étais plus petit, c'était beaucoup de techniques. On nous apprenait à faire des mouvements, par exemple le départ ou comment faire un bon cycle de course. Où on nous apprenait, par exemple, faire des gammes, des montées de genoux, talons-fesses, tout ça. Donc oui, on fait vraiment pas que courir, en fait. C'est très diversifié. Non, et puis l'idée, c'est déjà d'apprendre à étirer un peu le corps, etc., de faire les bons mouvements pour pas se blesser, puis pas perdre d'énergie dans des mauvais mouvements, je suppose. Oui, c'est ça. L'étirement, c'est vraiment important aussi. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à l'athlétisme? Est-ce qu'il y a un de tes parents qui a fait de l'athlétisme? Est-ce qu'il y a des copains? Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui fait ce sport-là? Ou c'est vraiment un hasard? À moitié un hasard, à moitié c'est de famille, le sport. Mon père était joueur de football professionnel au Rhône et ensuite en France. Ma mère a fait un petit peu d'athlétisme, mais c'était pas pour y aller à haut niveau. Sinon, oui, le sport, c'est de famille. Ça t'a inspiré. Et quand tu dis ton papa était joueur professionnel, il a joué dans des clubs en France qu'on peut connaître? Il a joué à Brest. Enfin, d'abord, il a joué au Cameroun en équipe nationale et après, il est parti en France. D'accord, ok. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose, il y a une forme de filiation autour du sport, mais pas forcément autour de l'athlétisme. Et qu'est-ce qui fait justement que tu t'approches du club d'athlétisme? Il y a une connaissance particulière, ou c'est toi qui regardes des trucs à la télé et tu te dis j'ai envie de faire comme eux? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Pas vraiment. Non. En fait, c'est comme j'ai dit, l'athlétisme, je me suis un peu tourné parce que c'était un sport individuel, que j'aimais pas vraiment l'esprit qu'il y avait dans le foot. Enfin, j'ai fait 2 ans de foot et j'ai pas vraiment aimé l'esprit d'équipe qu'il y avait en tout cas dans mon équipe. J'aime pas trop la mentalité du football. Donc l'athlé, c'est un sport individuel, je me suis tourné vers l'athlé assez facilement en fait. Et ensuite, j'ai aimé et puis j'ai continué. Mais au départ, il n'y avait pas vraiment de lien en fait.
Ouais, il y a pas un sens particulier ou quelque chose ou un prof qui vient te convaincre ou autre, tu y vas parce que justement, ce côté, sport collectif et état d'esprit, dans le sport collectif que tu as découvert, c'est-à-dire le foot, te plaît pas à 100. Et quand tu commences à et on y reviendra bien sûr, hein, sur ces performances, mais quand tu commences à avoir des premiers résultats, comment tu te projettes, sur le fait que, l'athlétisme, ça peut être quelque chose de plus que juste du loisir. Est-ce qu'il y a un moment où ça bascule dans ta tête, où tu te dis, ah bah tiens, je vais essayer d'aller chercher des performances plus intéressantes et peut-être à terme devenir sportif de haut niveau. C'est quoi le déclencheur? Honnêtement, le déclencheur, il se fait pas la première année. Parce que la première année, j'avais des bonnes performances, même à la deuxième aussi, mais c'est toujours dans ma tête un peu du loisir. C'est vraiment quand j'étais du coup en quatrième, quand j'avais un peu plus de 13 ans, que là, je vois que je fais des performances qui sont vraiment intéressantes, qui sont quasiment du niveau de ceux qui ont un an de plus que moi. Que là, je me dis, oui, j'ai peut-être un petit potentiel en athlétisme. Du coup, je peux tenter de mettre plus de rigueur, de plus me la donner à l'entraînement, en fait, et de viser plus haut, en fait. C'est ça que... D'accord. Et au moment de ce déclencheur, qu'est-ce que ça change? Est-ce que de ce fait-là, je sais pas, tu as un entraîneur et puis il en parle avec tes parents et puis tu passes dans un niveau au-dessus ou tu te retrouves avec un entraîneur plus spécialisé? Enfin, quel déclencheur il y a eu? Quel changement? Quel passage? Quel cap t'as pu vivre? En fait, j'avais déjà... en fait, j'étais au NMA et j'étais déjà dans un groupe qui faisait des compétitions. Et dans mon groupe, il y avait vraiment je dirais pas de tous les niveaux, mais les niveaux étaient vraiment variés. Chaque objectif de chaque athlète était aussi varié. Donc, notre coach, il arrivait à s'adapter à un peu toutes les ambitions, j'ai envie de dire. Et moi, après avoir fait mon déclic, et lui aussi, il a remarqué que je voulais plus aller plus haut, aller plus loin, en fait, en athlétisme. Et oui, il a un peu adapté ma prise en charge, un peu, mes entraînements, mes séances, en fonction de ce que je voulais faire. Et c'est ça qui est vraiment cool, en fait. Et alors, je vais en parler entre guillemets un peu au passé, mais on en reparlera aussi au présent. Par rapport à l'école et aux études, le fait qu'on commence à avoir en tête, le fait qu'on performe dans un sport, t'es dit, faut absolument que je m'organise dans mon travail pour faire mes devoirs et puis ensuite je peux être tranquille à l'entraînement. T'as délaissé un peu une partie. Comment ça s'est équilibré un petit peu? Parce que c'est vraiment une question souvent que même des parents qui pourraient nous écouter pourraient se poser comme question. Alors, au début, oui, quand on n'a pas un emploi du temps enfin, à l'école, je veux dire, un emploi du temps qui permet, en fait, de s'entraîner beaucoup. Je veux dire, à l'époque où je commence à vraiment vouloir être bon en athlétisme, j'avais 3 entraînements par semaine. Donc, c'était vraiment beaucoup d'entraînements qui duraient 1 heure et demie, 2 heures, et c'était pas à côté de chez moi. Donc, oui, je vais vraiment être plus concentré, autant à l'école que sur mes devoirs, en fait, pour éviter de perdre du temps, en fait. Il y avait des moments où je rentrais chez moi vers 17 heures, je repartais directement pour être à l'entraînement à 18 heures et je revenais chez moi vers 20h30. Et j'avais peu de temps pour faire mes devoirs. Donc, forcément, oui, faut être assidu à l'école. Pas impossible, en fait. Et après, du coup, en seconde, je suis passé dans une section sportive à la Collinière. Et comme c'est un emploi du temps qui est totalement adapté pour les sportifs, j'étais à l'internat. Le temps était devenu tout de suite beaucoup plus gérable. Tout était beaucoup plus gérable, tout plus accessible. J'avais même beaucoup plus de temps libre pour moi. Et mes notes, ça s'est vu, elles ont largement augmenté. Donc oui, en fait, c'est quand on n'a pas un emploi du temps adapté, c'est dur, mais c'est pas impossible. C'est clairement pas impossible. Ok. Et donc là, tu parles de l'internat, c'est un cap, c'est un changement d'approche, puisque là, on perd un peu ses repères aussi quand on arrive en internat. Comment tu l'as vécu, toi? Parce que je sais que c'est un sujet important pour beaucoup de sportifs qui sont repérés assez jeunes. Il y a souvent cette séparation, cette coupure avec la famille, ou en tout cas cette arrivée en internat. Comment tu l'as vécu? J'ai vécu assez plutôt bien, Ouais. honnêtement, plutôt bien. Même si au début, ça faisait bizarre de beaucoup moins voir sa famille. En fait, on la voit que le week-end. Après, j'ai de la chance parce que mon internat, il est pas du tout loin de chez moi. On est à 45 minutes en transport, peut-être 20 minutes en voiture. Donc, c'est vraiment à côté, en fait. Si j'avais besoin d'un truc au début, mes parents étaient vraiment à côté pour m'aider. Ça, c'est cool. Mais oui, l'internat, c'est un peu une deuxième famille, en fait, parce que le groupe d'entraînement où j'étais, tout le monde était à l'internat. Du coup, tout le monde se connaissait beaucoup mieux, en fait. On passait tout notre temps ensemble. Donc c'était cool, il y avait vraiment une forte cohésion en fait dans le groupe. Et ça, je pense pour les nouveaux entre guillemets, ça rassure. Le fait qu'on est
plutôt bienveillants les uns envers les autres. On n'est pas vraiment délaissés, en fait. Et même si la famille, elle est loin, on a une seconde famille qui nous attend à l'internat, en fait. Tu dirais que le fait de rentrer en sport-études t'a fait passer aussi un cap au niveau sportif, selon toi? Oui, bah, ça prouvait que je pouvais mettre mon 100% de mon temps, enfin, pas 100% de mon temps, mais je pouvais mettre beaucoup plus de temps et d'énergie dans l'athlète, et ça me faisait plaisir. Et donc, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, l'athlétisme, c'est un sport qui est, quand on le voit à la télé, c'est sublime, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose de télégénique. Maintenant, avant d'en arriver à ces performances-là et autres, il y a quand même beaucoup de travail sur les gammes, alors qu'on imagine des fois, à tort pour certains, que l'entraînement d'un athlète, c'est courir, 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 courir. Et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu justement aux auditeurs et aux auditrices qu'est-ce qui fait la différence entre guillemets selon toi entre quelqu'un et peu importe, on va pas chercher les champions du monde et autres, hein, on va parler de ton niveau, mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un comme toi qui performe et quelqu'un qui stagne et voire qui va arrêter après d'être sportif de haut niveau? Bah, pour moi, ce qui fait un peu la différence, c'est la rigueur qu'on met sur le travail qu'on fait, clairement. On peut, par exemple, à l'entraînement, c'est vrai qu'on pense toujours on court, je sais pas combien de séries de 100 mètres, on fait que courir, on sort de la séance, on est crevé. Il y a beaucoup de séances où vraiment, il faut être très rigoureux sur bah, les mouvements qu'on fait, sur comment on va s'échauffer. La manière la plus efficace, faut la trouver parce que ça dépend un peu de chaque athlète. Chaque corps est différent, donc faut vraiment être à l'écoute de son corps pour trouver la façon dont on peut le pousser à son maximum. Aussi prendre soin de son corps, donc ça passe par bah, un échauffement adéquat, des étirements presque tout le temps. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup d'athlètes qui s'étirent beaucoup le matin, d'autres beaucoup le soir, ça dépend, des fois les deux. Des étirements qui peuvent durer jusqu'à 20 minutes, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux en fait. Donc oui, c'est pas que courir, c'est pas que sur la piste en fait, c'est vraiment en dehors. Après, il y a aussi le sérieux basique en fait chez les sportifs qui veulent les sportifs de haut niveau. C'est tout ce qui est récupération, hydratation, boire beaucoup d'eau, éviter de boire tout ce qui est coca, enfin soda et tout, ou encore la nutrition. Enfin, c'est tout un ensemble en fait qu'il faut prendre en compte et c'est ça qui fait la différence entre un sportif bon et un sportif excellent pour moi. C'est vraiment pas que sur la piste. La piste est limite 30% du travail qu'un athlète fournit en fait. D'accord. Et tu dirais que tu as commencé à partir de quel âge à vraiment avoir ces réflexes autour de la nutrition, du fait de bien boire, etc. C'est arrivé à quel âge pour que, bah, justement, pareil aussi, des parents puissent s'identifier un petit peu et dire, bon, bah là, effectivement, il commence à avoir des performances, faut qu'on fasse plus attention à ce qu'il mange et tout. Est-ce que d'ailleurs, c'était tes entraîneurs aussi qui te guidaient là-dessus? Non, c'est pas mes entraîneurs, c'était et mes parents, enfin Mhm. surtout mon père qui a déjà été athlète, enfin sportif de haut niveau, Bien sûr. du coup qui connaissait un peu déjà le domaine. Mais c'est surtout, c'est qu'en fait, c'était à 15 ans, j'avais eu un stage national du coup pour les athlètes qui commençaient, enfin qui avaient des bonnes performances et à qui bah, la fédération française voulait aider à progresser plus vite et à progresser au mieux. Et dans ce stage, on avait vu une nutritionniste qui nous avait expliqué un peu bah, tout ce qui était nourriture, apport nutritionnel, hydratation, quand s'hydrater, comment le faire. Donc tout ça, ça m'a un peu ouvert les yeux en fait. Ça m'a fait un déclic de me dire que bah oui, il y a des choses qu'il faut faire différemment. C'est comme ça qu'il faut le faire. Du coup, ouais, c'est vraiment vers 15 ans que j'ai commencé à avoir ce déclic et à tout mettre en place parce qu'il y a forcément un petit temps où on assimile les connaissances Bien sûr. et on arrive à les mettre en pratique en fait. Parce que c'est quand même pas mal de sacrifices. Je sais pas, imaginer un ado, vous lui dites bah maintenant tu bois plus de coca. Au début c'est pas facile quoi. Ouais, je me doute justement. Qu'est-ce qui entretient cette motivation? Parce que c'est à partir de cet âge-là, si je me trompe pas, que tu commences à avoir des performances vraiment marquées. Parle-nous un petit peu de ces premières grosses performances, parce que j'ai vu que tu as été double champion de France en salle du 60 mètres et du 200 mètres, et je pense que c'est en cadet, c'est ça? C'est à peu près vers cet âge-là que tu as ces premiers titres? Oui, c'était à peu près en cadet. Enfin, je me souviens que j'avais aussi fait j'avais fait le titre de champion de France, enfin vice-champion de France à Miramas en 2021. Donc
Enfin, bon, j'étais aussi cadet première année. Mais oui, c'est ici que je commence à avoir des réelles performances, des grosses performances en fait. Donc, bah, oui. Et quand tu as ces premières vraies performances marquantes, c'est-à-dire soit champion de France, soit vice-champion de France, ça fait quoi dans ta tête? Qu'est-ce qui vient? Parce que c'est important. Il y a des gens qui vont se dire ouais, bah, le sportif, quand il gagne ça, il est tout de suite en train de dire l'étape d'après. Est-ce que quand tu gagnes, tu penses à tous les sacrifices que tu as fait depuis le début et genre l'exemple que tu donnais, pas boire de coca, etc. C'est les premiers trucs où tu te dis ah, j'ai bien fait de faire ces sacrifices et je peux continuer. Qu'est-ce qui est venu dans ta tête quand tu as eu les premiers vrais gros résultats qui montrent que tu es dans la performance et que tu peux viser plus haut? C'est clairement le fait que bah, je me dis, ouais, les sacrifices que j'ai faits, ils sont pas en vain. Mhm. Les objectifs que je me fixe, j'arrive à les atteindre de plus en plus. Ils sont de plus en plus proches de moi, en fait. Donc oui, je pense aux sacrifices que je fais, mais je pense aussi à mes objectifs que j'ai fixés, en fait, autant à court terme qu'à long terme. D'accord. Donc, effectivement, je savoure la victoire en me disant, bah, j'ai pas fait tout ça pour rien. À l'entraînement, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais je pense aussi à ce que je peux faire, en fait. Genre, à chaque objectif atteint, je vois mes objectifs à court et à long terme, en fait. Ok, d'accord. Donc la mentalité vraiment de sportif qui est bien ancrée, en toi, c'est l'élément commun que je retire dans le podcast, c'est vraiment ce côté, allez, next step, quoi. Tout de suite, on pense à l'étape suivante. Exactement. Et parle-nous un peu de cette année 2022, puisque dis-moi si je me trompe, mais tu as participé au championnat d'Europe, au championnat de France, alors en U18, au championnat de France en U18, U20, tu as participé au championnat du monde, c'est une année de fou. Raconte-nous un petit peu cette année. Ouais, c'était vraiment une année exceptionnelle, Mhm. vraiment. Ça n'a pas été facile, honnêtement, d'y arriver parce que ma saison hivernale, j'ai vraiment stagné en fait à partir de ma deuxième course. J'ai fait mon record, mais j'ai stagné pendant 4 mois. Donc c'était vraiment difficile en fait de retourner à mon vrai niveau, hein, j'ai envie de dire. D'accord. Quand tu dis j'ai fait mon record, c'est sur quelle distance? Et puis si tu peux nous donner le chiffre. J'avais fait mon record en janvier, bah, du coup 60 et 200 mètres. D'accord. Au 60, je me souviens bien, j'avais fait 87 et au 200 mètres, j'avais fait 21 92. D'accord. Donc quand tu dis 87, c'est 10,87, c'est ça? Non, 6 secondes 6, 87 au 6 200. secondes 87. Oui, le 10, c'est sur 100 mètres, pardon. Oui, Euh, ouais. ok, 6,87. Oui, et ça, petite parenthèse, enfin, le 60 mètres, c'est un truc de fou. Enfin, c'est-à-dire que 60 mètres, déjà 100 mètres, c'est court, mais 60 mètres, l'explosivité que vous devez avoir, c'est de la folie. Enfin, Oui, tu nous en parleras. c'est vraiment court, ouais, 60 mètres. Et 21,92, alors je vais peut-être situer. Ça, c'est en salle, hein, c'est ça? Ces records-là? Oui, c'est en janvier en fait. La saison hivernale, comme en général il fait très très froid et les risques de blessures quand il fait froid sont un peu plus élevés. Du coup, on fait des compétitions en salle. En général, la saison en salle, c'est saison hivernale et saison plein air, c'est saison estivale. D'accord, donc je vais, à la limite, je vais te laisser continuer. Je donnerai des références par rapport à d'autres records pour voir un petit peu où tu te situes. Et effectivement, je donnerai des records en extérieur. Donc ça, tu fais ta saison en salle, mais au début, ça performe, mais après, ça stagne. C'est ça, c'est ce que tu disais? Oui, aussi petite rectification, j'ai fait 21,69 et pas 21 92. D'accord, 21,69. Ok. Ok, ça a son importance parce que on le verra après. Gagner des centièmes, des dixièmes, c'est important. Euh, Donc, entre guillemets, stagnes par rapport à ce que toi tu visais, et arrive la saison d'été, c'est ça? Et là, Oui. qu'est-ce qui fait que tu te remets dans le bon ordre parce que cette saison d'été, elle a été extraordinaire et tu vas justement nous expliquer un petit peu. Mais juste avant de nous l'expliquer, qu'est-ce qui fait que tu te remets dans le bon sens et en tout cas tu commences à avoir des performances, selon toi? Bah, pour moi, c'est clairement grâce à ma psychologue, Marie Gomez. Parce qu'en fait, mon club, je suis au pôle de Nantes et du coup, on a plusieurs services, dont une psychologue. Et bah, c'est vraiment avec elle que j'ai fait un travail assez conséquent en fait sur moi-même. Ça fait déjà presque 2 ans en fait que je travaille avec elle. Et là, ça a vraiment porté ses fruits parce que bah, j'ai réussi un peu à me sortir de la boucle de je pense tout le temps en chrono, je pense tout le temps en chrono. J'ai juste en fait couru une course et aimé courir une course comme je faisais avant en fait.
Et je voyais que si je kiffais mes courses, les chronos suivaient forcément. Et bah après, je me suis plus vraiment posé de questions. Si je voyais que si je courais et que je kiffais mes courses sans penser aux chronos, les chronos suivaient. Donc j'ai continué sur cette lancée, tout en continuant à améliorer ma technique, à garder ma rigueur à l'entraînement. Et j'ai vu que ça marchait tout simplement. C'est génial. Enfin, le message que tu passes est génial parce que moi, je pense vraiment, et on a passé un cap aujourd'hui, mais pas encore, et encore, ça reste quand même des fois le point de vue. Mais avant, quand on parlait, je vois un psychologue, c'est que les gens se disaient, je vais dire, je vais faire un truc image bateau, mais il est fou ou elle est fou, elle est folle, pardon. Et vraiment. Moi, je suis persuadé que le mental fait partie, comme tu parlais tout à l'heure de la nutrition, pour moi, le mental, il fait partie du sportif, quoi. Ouais, mais ouais, surtout, enfin pour moi en athlétisme, parce que moi j'appelle ça le sport du dépassement de soi, parce que c'est vraiment quelque chose où tu dois pousser ton corps à fond, carrément, tu dois surpasser tes limites. Et oui, si clairement ton mental y suit pas, tu vas forcément un moment, tu vas exploser en fait. Soit je sais pas, ton mental il va plus du tout suivre, ou alors au contraire c'est ton corps qui a pu suivre, du coup tu vas enchaîner blessure sur blessure. Vraiment avoir un mental à la hauteur de ses ambitions, c'est super important en fait. Et c'est pour ça que pour moi qu'une psy ou un psychologue, hein, mais c'est vraiment capital en fait. Et donc, une fois que tu la vois et que tu commences à te focaliser plus sur le plaisir que sur le chrono en tant que tel, c'est quoi les résultats qui arrivent? Parce que moi, je les connais, mais parce que je me suis un peu renseigné, j'ai regardé un petit peu tout ce que tu avais fait, mais explique-nous quel est l'enchaînement de cet été où, enfin voilà, pour moi, c'est un été extraordinaire, mais à toi de nous l'expliquer justement. Je crois qu'après avoir du coup fait ce travail, je continue un tout petit peu à stagner, mais en général, surtout dans le sprint, pour moi, genre, quand on stagne un petit peu, physiquement, je veux dire, au niveau des performances, c'est que le jour où on bat notre record, on bat de plusieurs dixièmes. Mhm. Et ça a été mon cas. Le jour où j'ai battu mon record, où j'ai explosé mon record, c'était à un meeting à Cergy. Et bah, j'ai vraiment explosé mon record. Et c'est là que j'ai commencé à m'approcher en fait de mes objectifs. D'accord, ton record, c'était sur le 100 mètres ou sur le 200 mètres? C'était aux 200 mètres que j'ai battu mon D'accord, record. 200 mètres, ok. Et ce meeting, c'est celui-là qui te détermine, parce qu'on va le dire aussi, que tu as participé au championnat d'Europe U18. Est-ce que c'est un meeting comme celui-là qui détermine ta présence au championnat d'Europe? D'ailleurs, qui valide ça? Puisque à plus haut niveau, on sait qu'il y a un directeur technique national. Là, c'est la même chose pour les niveaux inférieurs en termes d'âge? Oui, oui, totalement. En fait, par chaque catégorie, on a bah, une personne qui gère la sélection. Et en fait, on a déjà des minima, c'est des performances requises pour être sélectionnable, parce que plusieurs personnes peuvent avoir fait les mêmes minima. On prendra, par exemple, celui qui a soit la meilleure performance, ou celui qui a le meilleur comportement, par exemple, parce que ça compte beaucoup aussi en sélection. Ça va dépendre en fait, et c'est justement celui qui gère bah, la sélection qui s'occupe de ça. Et aussi pour répondre à votre question, c'était pas ce meeting-là qui m'a permis ma sélection aux Europes. C'était un meeting de sélection du coup à Fontaine, à non, à Franconville, à Francon. Et bah, c'est celui-là qui a fait que bah, j'ai été sélectionné en fait sur 200 mètres. D'accord. Et quand on t'annonce que tu es sélectionné au championnat d'Europe, là, on passe un cap. Enfin, autant participer au championnat de France, c'est déjà magnifique et autres, mais là, on arrive, on va se confronter à d'autres nations. C'est quoi la réaction qui te vient en premier en tête? Je me dis ah ça y est, je dis ah ça y est. En fait, j'étais pas totalement sûr parce que j'avais pas encore fait les minima. J'avais fait 21,56. J'avais fait 21,56 et les minima c'était 21,50. Donc j'étais pas sûr en fait de pouvoir être pris, même si en toute logique on m'aurait pris vu que c'était moi qui avait le j'étais premier au bilan sur 200 mètres. Mhm. Et quand je vois ça, c'est limite c'est presque une libération en fait. Je me dis ah bah enfin c'est bon, maintenant je vais pouvoir me concentrer sur les Europes et je suis sûr de courir cette course.
D'accord. Et il y a une pensée pour une ou des personnes en particulier à ce moment-là? Clairement, je pense à ma coach parce qu'en plus, elle m'a vraiment accompagné jusqu'au bout. Elle m'a accompagné jusqu'à ma chambre d'appel. Elle est venue aux Europes avec moi à Jérusalem. Donc, vous voyez, je dois pas tout à ma coach, mais une grande partie à elle, à Natacha Lapartie. Bien sûr. Ok. Et puis tu fais bien de la citer. T'as totalement raison. Tu arrives à ces championnats d'Europe. C'est quoi ton. Est-ce qu'il y a un étonnement particulier sur l'organisation, sur les échanges entre les athlètes? Enfin, dis-nous un petit peu ce qui se passe dans le off et ce qui se passe dans ta tête quand t'arrives là-bas sur place. Bah, en fait, déjà, quand j'arrive au point de rendez-vous et que je vois tous les athlètes qui ont été sélectionnés pour différentes disciplines, ça fait tout de suite quelque chose de différent parce que je sais que chaque athlète qui était présent en fait dans la salle de rendez-vous, un athlète qui excellait dans sa discipline. Et juste ça, c'était, ça me fait un peu d'excitation quand même. Et après, en arrivant sur place à Jérusalem, on voit tous les pays, tous les pays qui étaient réunis avec leur sélection. Je me disais, j'entre dans la cour des grands, quoi. Genre, ça commence. Ma première compétition internationale, enfin, vraie compétition internationale, parce que j'avais déjà fait les gymnasiades en mai, et c'était une compétition internationale, c'était les mondiaux NSS, mais c'était différent. Du coup, oui, cette ambiance, en fait, qu'il y avait chez les athlètes, on parlait pas tous la même langue, mais on savait que chacun était là pour exposer les autres, en fait. Et c'est vraiment une ambiance que j'apprécie, en fait. Chacun est là pour gagner, donc ou que le meilleur gagne. Quand tu dis c'est une ambiance que j'aime bien, c'est que t'aimes cet esprit de compétition. Oui, oui, je suis vraiment quelqu'un qui aime l'esprit de compétition, tout le temps en compétition. Et donc à ce championnat d'Europe, tu es inscrit uniquement sur le 200 mètres ou sur le 200 et le 100 mètres? Non, en fait, j'aurais pu être inscrit sur 100 mètres et 200 mètres, mais les horaires permettaient pas qu'on fasse un doublé sur 100 et 200. D'accord, Du ok. coup, j'ai dû choisir et je préférais aller sur 200 mètres que sur 100 mètres. Ok. Et bah, explique-nous ce qui s'est passé sur ce 200 mètres. Bah, sur 200 mètres, c'était vraiment fou. En fait, déjà, il y en a eu trois. Il y a eu la série, la demi-finale et la finale. En série, je savais que c'était les deux premiers plus les quatre meilleurs au temps qui passaient en demi-finale. Et donc, j'y suis allé à fond. Mais quand j'ai vu que j'allais être deuxième avec une autre personne, bah, je me suis dit, bah, j'arrête de courir. Je crois que j'ai arrêté de courir à 10 mètres avant la ligne d'arrivée Ok. pour me préserver pour Ouais. la demi-finale. Et en m'arrêtant 10 mètres avant la ligne d'arrivée, je vois que je bats mon record qui était à 21,56. Je sais plus combien je fais, mais je sais que je bats mon record de genre 20 centièmes. Donc déjà, je me dis, ah, en courant pas jusqu'au bout, je bats quand même mon record, il y a vraiment quelque chose à faire là. Donc déjà, là, j'étais vraiment content. Ensuite, en demi-finale, là, je cours au couloir 2. C'était pas le meilleur des couloirs sur 200 mètres, vu que, en fait, au 200 mètres, on a 100 mètres de virage, on a 100 mètres de virage, et après, 100 mètres de ligne droite. Et le virage, quand on est plutôt vers l'intérieur des couloirs, donc plutôt vers le centre, ils sont beaucoup plus serrés. En général, ça donne un petit désavantage à ceux qui sont dans les couloirs inférieurs et un avantage à ceux qui sont aux couloirs supérieurs. Ouais, tu dois donner plus d'énergie, c'est ça, pour garder ta trajectoire. Ouais. C'est qu'en fait, comme la trajectoire, elle est vraiment courbée, c'est difficile de donner une poussée pour faire avancer son corps et en même temps le faire tourner. C'est plus difficile en fait. Ça demande beaucoup plus de gainage pour pas avec la force centrifuge de sortir du couloir et du coup de se faire disqualifier. Donc c'est un peu plus dur. Mais malgré ce petit désavantage, j'arrive quand même à me qualifier pour la finale. Toujours deuxième et cette fois je fais encore mon record en 21,19. Donc là je peux encore mon record de presque 2 dixièmes. Donc c'est gigantesque. Et je me dis bah là à ce moment-là, je crois que j'avais le troisième ou quatrième temps du championnat en termes de record. Du coup, je me dis, bah là, il y a clairement moyen d'aller chercher une médaille. Et en finale, la fameuse finale, euh, j'étais un couloir devant le, le favori, longobardiste et l'italien, qui lui avait un record en dessous des 28 secondes. Hein. Il était à 20,98. Donc c'était clairement le favori en fait. Il avait 2 dixièmes d'avance sur tout le monde en termes de record. Mais je sais vraiment pas ce qui s'est passé cette course. Elle était majestueuse. Et j'ai fait vraiment un départ incroyable. C'est un des meilleurs départs que j'ai pris sur 200 mètres.
bon, mon virage est pas terrible. Je pourrais largement améliorer mon virage, mais mon point faible un peu. Au virage, il me double, il passe devant moi, il me met peut-être 1 mètre ou 2 mètres. Et ensuite, la ligne droite, j'ai vraiment tout donné. J'ai vraiment poussé mon corps à ses limites et j'arrive à le dépasser. Et là, je fais encore mon record, je fais 21 secondes 10. C'était, et là, je passe derrière la ligne et je vois, mais je suis champion d'Europe, là. En U18, champion d'Europe. Énorme. Énorme, faut le dire. Et tu réalises de cette là avec ce chrono, donc tu bats encore une fois ton record. Tu réalises, si je me trompe pas, hein, tu me diras si je me trompe, mais a priori le 4e chrono français de tous les temps dans cette catégorie. Oui, c'est celui-là. Et même moi, j'ai du mal à me rendre compte, même maintenant. Je me doute. Et je vais donner, là je vais en profiter pour donner les standards entre guillemets en 200 mètres. Le record de France, il est de 19,80. Donc ça veut dire qu'on voit que t'es pas loin et en même temps on sait que gagner des secondes c'est énorme dans cette... Des secondes, gagner des secondes, c'est très. En fait, on s'en rend pas compte de manière générale parce que c'est des secondes. Pour nous, les secondes, ça passe très très vite. Mais quand tu fais déjà une course où tu es à fond et tu te dis, bah là, il faut que j'aille encore plus à fond pour gagner, pour grappiller quelques centièmes de seconde, quelques dixièmes de seconde, c'est rien du tout. Mais quand on essaie de le faire, on se rend compte que c'est extrêmement dur. Ouais, ouais. Et puis d'ailleurs, la preuve, hein, c'est que ce record, c'est Christophe Lemaitre qui l'a, il tient de 2011, donc c'est pas neutre. Donc toi, déjà, je suppose que si demain on te dit tu passes en dessous des 21, tu signes tout de suite. Bah, totalement, Je me totalement, doute. vraiment. Si on me donne 10 dixièmes, je prends. Et quand je suppose qu'il y a un podium et une Marseillaise, Oui, et une médaille d'or autour du cou, oui, oui, oui. et qu'est-ce que ça fait? Vas-y, dis-nous. Bah, le podium était le lendemain. Ouais, Était le lendemain. ouais, donc t'as le Et temps de digérer en plus. c'est ça. J'avais trop hâte en fait. Je crois que j'ai pas réussi à dormir tout de suite. C'est Je suis bizarre. endormi super tard parce que j'arrivais pas à réaliser ce qui s'était passé en fait dans la soirée. Et ouais, le podium est le lendemain. Et ouais, monter sur la première marche du podium. En plus, le podium il était vraiment magnifique. Les médailles aussi, elles sont incroyables. Et la Marseillaise après qu'on a chanté, il y avait vraiment trop d'émotions à ce moment-là. En Ouais, plus, après, à côté, il y avait bah, la sélection française. Il y avait mes potes qui chantaient aussi avec ouais. moi. Et c'était, non, vraiment, c'était un moment incroyable. Ah, sublime, sublime. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il y avait des membres de ta famille qui étaient présents à Jérusalem ou tu étais tout seul? Non, non, il y avait il y avait que ma coach que je connaissais d'avant, mais Ouais. sinon, il n'y a pas vraiment de gens non, que je connaissais. Et comment ça se passe? Ils peuvent voir l'épreuve en direct, ta famille, ou c'est toi qui les Oui, appelles? Ouais, ok, mais en fait, ça a été retransmis à la télé d'accord. en direct. Et du coup, bah oui, ils ont pu voir la course. Il y avait toute ma famille qui était réunie pour voir la course. Donc, ouais, Ouais, j'étais content. j'imagine. Et est-ce que c'est cette médaille qui déclenche ta présence au championnat du monde, parce que tu te retrouves au championnat du monde junior U20 alors que tu es en catégorie U18? Ça veut dire que Mm. ta présence, elle était prévue d'avance, c'est ta performance au championnat d'Europe qui fait que. Explique-nous un petit peu ce qui fait que tu te retrouves au championnat du monde qui était en Colombie, hein, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, à Cali en Colombie, ouais. D'accord, ok. Et donc, explique-nous, parce que ça, c'est pas non plus un truc banal, entre guillemets. Oui, bah en fait, ma présence un peu au championnat du monde, elle était un petit peu, entre guillemets, décidée à l'avance parce que j'avais fait un stage de relais Ouais. national avant. J'avais fait en avril, début avril, à, euh, à Saint-Raphaël. Mhm. Et bah oui, du coup, là, il y avait tous ceux qui étaient plutôt bons en sprint et au relais. Et on voulait essayer de faire un rassemblement relais pour voir comment chacun se présente sur un relais, la technique qu'ils ont. Et en fait, c'est pour voir un peu comment se passer un relais Ouais. avec des plus grands. Parce que moi, j'étais comment un petit 2005. J'avais que 17 ans. Mais il y avait des gens qui avaient 18, 19, 20, 25 ans. Il y avait vraiment de tous les âges en fait. Et tous les athlètes, enfin, il y a beaucoup d'athlètes de très haut niveau. Il y avait par exemple Ryan Zezé, je me Mhm. souviens bien, Ouais. Pablo Matteo, celui qui a fait 10 secondes 0-0 au 100 mètres récemment là. Ouais. Et Donc, Ryan oui, Zezé, il y a les il était au championnat d'Europe, si je me trompe pas, non? oui, oui, Ouais. oui, ils ont fait deuxième Ouais, au bah, relais.
Voilà quoi. Et bah, justement, en fait, c'est ça. C'est des personnalités qui sont vraiment connues, en fait, dans le sprint français et surtout dans le relais français. Et ouais, j'ai fait un relais avec eux. Et, Waouh. et du coup, oui, c'était un rassemblement pour un peu nous préparer au relais. Ensuite, du coup, comme je dis avant, au meeting, euh, au meeting de Sergi, on a fait aussi un relais ensemble. Mhm. Enfin, c'était prémédité un petit peu. C'est que j'allais faire un relais avec les grands. Et je pense, grâce aussi à ma médaille aux Europes, ça m'a permis de participer à l'aventure à Cali avec les grands. Et donc, quand tu te retrouves là-bas, tu viens de faire, il y a quelques, je pense, il y a un écart de quelques semaines, hein, je pense, sans plus, entre les deux, tu viens de faire les championnats d'Europe, ce qui est déjà énorme, et là tu te retrouves aux championnats du monde. C'est quoi ta, enfin, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu es encore plus émerveillé? Est-ce que en plus tu es dans une catégorie au-dessus, donc je suppose que tu devais être parmi les plus jeunes. Quelles sont les sensations que tu as? Bah, honnêtement, je me dis, là, c'est clairement une chance que j'ai réussi à saisir. Mhm. Maintenant, je dois prendre, parce qu'en plus, c'était le championnat du monde ouais, de U20. Donc, moi, j'avais rempli mes objectifs, Ouais. honnêtement. J'avais réussi à faire une médaille aux Europes. J'avais réussi à être sélectionné au monde. Donc, maintenant, je me dis, bah, maintenant, fais-toi plaisir. Kiffe l'ambiance, kiffe les gens qu'il y a ici. Et surtout, prends un maximum d'expérience parce que ça va revenir. Et je me dis, les prochains championnats du monde que je fais, là, je vais les faire, mais en étant athlète individuel Mhm. et en allant chercher une médaille avec la même mentalité que j'ai eue pour les Europes, en fait. Et du Mhm. coup, ouais, ces championnats du monde, je les ai abordés différemment des championnats d'Europe parce que bah, j'étais en relais, donc c'était pas une discipline individuelle, j'étais Ouais. en équipe. T'étais en Et sport surtout, d'équipe bah, là. Tu te retrouves, oui, la voilà, boucle est bouclée entre guillemets. c'est ça. Là, c'était une discipline d'équipe. Et en plus, c'était à Cali, on n'est pas à Jérusalem. Là, il y avait eu beaucoup plus d'heures d'avion, de Mhm. décalage horaire. C'était un paysage totalement différent. Donc, je me dis, mais là, il faut kiffer, il faut profiter. Ça arrive pas deux fois ça va pas arriver deux fois d'aller à Cali pour le championnat du monde. C'est clair, c'est clair. Et donc dans ces championnats du monde, pour passer aussi à la suite un petit peu, mais vous faites une belle série, a priori, hein, si je ne me trompe pas, en relais, et vous vous qualifiez pour la finale, c'est ça? Non, non, en fait, on fait une série, on fait un temps plutôt bon. D'accord, et c'est Et en c'est qu'en fait, demi-finale. non, on passe pas en demi-finale parce qu'on est disqualifié en fait. C'est que au relais, c'est un 4 x 100 mètres et il y a des zones de 30 mètres où on doit transmettre le témoin. Si on transmet le témoin avant ou après, ou si le témoin il tombe, bah on est disqualifié parce qu'il y a eu, bah, Mhm. la session n'a pas abouti en fait. Et c'est sur moi, enfin c'est moi sur le quatrième relayeur, Greg Afoy, que bah justement ça capote un petit peu et je transmets le témoin un peu trop tard, je crois, à peine 1 mètre derrière la fin de la zone. Du coup, bon, Greg finit la course tant bien que mal, mais on est quand même disqualifié. Après, ce qui est un peu, ce qui est un peu plus, comment dire ça, ce qui est un peu dégoûtant jusqu'à la fin, c'est que on finit quand même deuxième de notre course et on bat notre record de facile 50 centièmes, quoi. Alors qu'on fait une fin de course qui est pas complète. Donc ouais. Après, on a quand même vu la finale des relais parce que on voulait quand même savoir qui allait gagner. Et on voit que on aurait largement pu aller sur le podium, je crois. Bon, à part les premiers qui étaient, je crois, en 37 quelque chose, on pouvait largement finir sur le podium. Donc oui, on était un peu dégoûté. Ça fait partie des difficultés C'est ça, c'est le sport. Et bah, ça arrive. Sur le relais, ça arrive, des hors-zones, des témoins qui tombent, tout ça. Et bah, je me dis, bah, maintenant, faut viser l'année prochaine. Et si je suis sur un relais l'année prochaine, bah, faudra tout faire pour que ça arrive plus. Ok. Et petite parenthèse sur ces championnats du monde, tu as la chance, je ne sais pas si tu as pu le voir, si tu étais reparti avant, il y a Anthony Amirati qui devient champion du monde de perche, c'est ça? Ouais, ouais, de perche. Ouais. Bon, j'ai pas vu le championnat sur le stade. J'étais à l'hôtel à ce moment-là.
Et ouais, champion du monde, c'est ouais, vraiment. Ça prouve que, je sais pas, que les Français, on est bon sur un peu toutes les disciplines. On n'excelle pas, mais on est bon sur toutes les disciplines. C'est ça le truc. Bien sûr. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que, alors dis-moi si c'est avant les championnats du monde, mais je pense que tu es aussi champion de France U18, U20 en 100 mètres, c'est ça? Ouais, bon, en fait, c'était avant, c'était entre les Europes et les mondes. Ouais, c'était vers le 15 juillet. Et ouais, champion du monde, enfin champion de France 500 mètres. Bon, j'avoue, c'était vraiment dur d'aller le chercher parce que j'étais vraiment fatigué de Jérusalem. C'était genre une semaine avant. Donc j'étais vraiment fatigué de Jérusalem. Et vraiment, je trouve que c'est mon mental qui a permis que j'arrive à devenir champion de France parce que mon corps, il n'arrivait plus vraiment à suivre. C'est vraiment, je me suis mis dans la tête que mais il faut que je sois champion de France. Je veux pas être champion d'Europe et pas réussir à être champion de France. Donc il faut que je me motive, il faut que j'y aille à 200%. Et finalement, j'ai réussi. Parler de l'avenir, j'ai lu dans une interview te concernant qu'il restait pour toi à travailler la partie départ et la partie musculation. Et moi, ce qui est important, c'est aussi peut-être d'expliquer aux gens pourquoi il faut travailler de la muscu quand on fait, et notamment le haut du corps, quand on fait de l'athlétisme, parce que il y a des gens qui, je pense, ne captent pas tout ce que ça fait endurer au corps, notamment quand on fait du sprint comme toi sur du 100 et sur du 200. Oui, bah en fait, le truc, c'est que en athlée, bah, même dans tous les sports qu'on utilise, tant qu'on pratique, on utilise tout le corps. On utilise et le haut et le bas. Limite autant le haut du corps que le bas du corps. Et en athlétisme, par exemple, les, euh, les membres libres, donc c'est bah, les bras et les jambes. Bon, les jambes, elles servent à courir, mais les bras servent justement à stabiliser le corps. C'est pour ça que bah, dans toutes les courses, quelle que soit la distance, les athlètes utilisent les bras pour justement garder leur buste, leur haut du corps droit et pas qu'ils fassent des mouvements parasites qui vont réduire en fait la force qu'on met et du coup la vitesse qu'on a. Donc oui, c'est hyper important en fait d'avoir un haut du corps solide parce que bah, ça permet de pas perdre de vitesse en fait. Parce que si on met de la force dans les jambes pour avancer, mais que le haut du corps nous ralentit, bah, au final, c'est pas efficace. On cherche l'efficacité et donc aussi muscler le haut du corps. D'accord. Et donc ça, c'est une ambition pour la saison à venir, je suppose. Oui. Mais après la musculation chez les adolescents, enfin en tout cas les jeunes, c'est assez délicat en fait parce que si on muscle trop vite, ça va être très difficile après d'acquérir de la technique. Et la technique, contrairement au physique, bah la technique elle reste. La technique, on peut continuer à la travailler éternellement, alors que le physique, au bout d'un moment, il va régresser. Et ce sera la technique qui va devoir faire la différence sur une piste. Vous voyez, par exemple, à très très haut niveau, les athlètes, ils sont tous très musclés, mais on voit que c'est celui qui a la meilleure technique qui finalement gagne la course. Donc la technique, ouais, c'est plus important que le physique, en fait, la technique. Et ce qui est important aussi, c'est de rappeler que faire de la muscu trop jeune, c'est pas bon pour la croissance et autres. Enfin bref, donc je te rejoins là-dessus sur ça. Euh, donc là, l'idée, c'est que cette année, pour toi, c'est le bac, c'est ça? Ou je me trompe? Ouais, Ouais. non, c'est ça, c'est le bac, je suis en terminale. Et comment tu penses concilier ça en quelques mots? Honnêtement, grâce à l'emploi du temps aménagé de la Collinière, j'ai du temps libre en fait pour pouvoir travailler. Donc je vais juste essayer de travailler pas forcément plus, mais plus efficacement, être encore plus attentif pendant les cours, et continuer à être rigoureux sur ça en fait. Parce que le bac, comment dire ça, le bac, c'est, je pense, plus important que gagner une course, vous voyez? Parce que je peux être athlète sans forcément avoir de diplôme, je pense. Mais athlète, c'est pas un métier qui rapporte beaucoup sur le long terme, en fait. Ouais, Vous voyez, surtout effectivement. en France. Hormis quelques cas d'exception, on va dire, il y en a pas beaucoup qui en vivent bien. Après, il faut forcément qu'ils aient un métier à côté, quoi. Ou qu'ils se recyclent une fois qu'ils ont terminé, quoi, en tout cas. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est vraiment important pour moi enfin, pour moi, oui, mais pour mes parents aussi, c'est vraiment important de pouvoir faire ce changement, cette rotation de parcours, en fait,
plus tard, quand l'athlète ça pourra plus payer, quoi. Justement, on a eu deux grandes compétitions, on va dire, dans les seniors qui se sont passées. Il y a eu les championnats du monde à Eugene, Allez, aux États-Unis. On n'a fait qu'une seule médaille d'or avec Kevin Mayer. On a fait les championnats d'Europe où on a été un peu plus performant, mais selon moi, il y avait l'opportunité pour aller chercher peut-être plus. Je ne vais pas te demander de juger l'athlétisme et tout ça, surtout pas. Par contre, selon toi, en France, qu'est-ce qui nous manque pour aller plus loin? Selon toi, c'est notre vision et l'approche du sport, c'est le mental, tu en as parlé en plus tout à l'heure, où on se met un plafond de verre. Est-ce que c'est du financier? Est-ce que c'est une question de physique? Ou est-ce que c'est un peu de tout? Quelle est ta vision à toi en tant que jeune sportif et espoir justement de la discipline? Pour moi, c'est vrai que c'est une question plutôt délicate parce que c'est difficile de savoir exactement ce qui marche et ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche chez les autres et pas nous. C'est assez difficile à répondre comme question, mais je pense que c'est tout simplement la culture du sport en fait qu'il y a en France. Dans d'autres pays, je sais pas, par exemple le Royaume-Uni ou les États-Unis par exemple, la culture du sport, on a dit en tout cas c'est vraiment important. Surtout aux États-Unis, enfin même des sports globaux. C'est vrai là-bas que le sport il est beaucoup plus développé, il est beaucoup plus accessible, il est beaucoup plus récompensé aussi. Alors qu'en sport, en France, le sport, enfin, en tout cas, comment on amène le sport chez les jeunes, c'est juste de l'EPS à la limite. Et si on va aller dans un club, c'est pas vraiment l'éducation nationale qui s'en occupe, c'est vraiment les bénévoles, ceux qui ont envie de faire découvrir, qui font découvrir. Et c'est vraiment grâce à eux. Enfin, par exemple, pour moi, dans mon cas en tout cas, c'est grâce aux bénévoles que j'ai réussi à aimer l'athlétisme en fait, à vraiment vraiment découvrir et vraiment aimer l'athlétisme et arriver au niveau où je suis. C'est vraiment grâce à des gens qui sont bénévoles, qui aiment aussi l'athlétisme et qui ont aussi voulu faire découvrir. Mais ouais, je pense que si on avait une meilleure culture du sport, si le sport était beaucoup plus présent dans la vie de tout le monde en fait, on aurait forcément des gens qui sont plus motivés à commencer le sport. Et du coup, des gens s'il y a plus de gens motivés, il y a forcément plus entre guillemets, de pépites, de gens qui sont talentueux, qui vont commencer à aimer certains sports. Et après, le cycle du sport va se faire, ils vont voir qu'ils sont talentueux, ils vont voir qu'ils ont du potentiel. Du coup, ils vont se poser des questions, est-ce que je suis prêt à aller plus loin pour ça? Et si oui, ils vont forcément percer et ils vont forcément avoir atteindre un haut niveau qu'on n'aurait pas forcément vu s'ils n'avaient pas commencé ce sport, vous voyez? Ouais, je te rejoins et vraiment je te dis bravo parce que le fait que tu parles et tu cites les bénévoles, faut jamais l'oublier nos champions et tous les champions et les championnes bien sûr viennent de clubs dans lesquels il y a des bénévoles qui les font vivre. Il y a pas d'exception entre guillemets. Il y a personne qui arrive directement dans un pôle France payé par Oui, non, voilà, en fait. voilà. Voilà, on démarre tous à la base. Et pour terminer, 3, quelles sont les grandes échéances que tu as? Et pareil, 2024, c'est dans un coin de ta tête ou c'est trop tôt? Et si il y a des rêves de JO, lesquels sont-ils, entre guillemets? Ouais. Oui, j'ai déjà une petite échéance dans ma tête, les championnats d'Europe en Roumanie pour du coup les U20. J'aimerais bien oui, y participer en individuel, pareil sur 200 mètres et essayer de m'approcher du podium parce que je sais que là c'est un tout autre niveau. Il y aura des chronos qui seront beaucoup plus bas que 21 secondes, donc je sais que ça va encore plus me tirer. Je sais que dans l'adversité, je suis meilleur, je suis toujours meilleur dans l'adversité. Donc je sais que ouais, c'est une opportunité qu'il y a. Après, un peu plus long terme pour 2024 à Paris, j'ai envie de dire c'est dans la tête de tous les athlètes de haut niveau qui pourront y participer, c'est dans la tête de tout le monde en fait. Qui ne veut pas aller aux Jeux Olympiques? Mais je me dis ça va dépendre de ce que je vais faire cette année en fait. C'est vraiment les Jeux Olympiques, c'est assez circonstanciel en fait pour moi. Donc je vais voir ce que je donne cette année. Et si après je peux sérieusement viser les Jeux Olympiques en individuel ou même en relais, c'est aussi une chance d'être allé aux Jeux Olympiques en tant que relayeur. Mais ouais, ça reste un coin de ma tête et puis je vais voir selon les circonstances.
Et puis c'est ce que je partageais avec une athlète sur un enregistrement il n'y a pas longtemps, c'est qu'elle s'est retrouvée aux Jeux Olympiques en tant que, entre guillemets, partenaire d'entraînement d'une personne. Et rien que ça, c'est déjà vivre les Jeux Olympiques, même s'il y a une frustration de ne pas être en direct, mais il y a déjà quelque chose. Donc ça pourrait être, même être remplaçant et être aux côtés et t'entraîner avec eux. Je suppose que si on te dit ça ou rien, tu préfères prendre cette partie-là, quoi. Ah, mais totalement, totalement. Et juste ces championnats d'Europe U20 en Roumanie, c'est vers quelle période? C'est au mois de juillet aussi de 2023? Ouais, oui, c'est toujours vers la saison estivale. C'est vers juin, juillet, août. Après, j'ai pas tout de suite regardé les dates, mais c'est par là, je pense. Normal, je me doute. Faut aussi rester un peu terre à terre et dire déjà on va passer la saison d'hiver et autres. Oui, voilà. En tout cas, Dejan, le podcast touche à sa fin. Moi, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Je remercie encore une fois Noémie, ta cousine, de m'avoir mis en relation avec toi. Et je tiens à te dire que pour un jeune de 17 ans, waouh, t'as la tête sur les épaules, l'échange il est construit, intelligent, ce que tu dis, on sent que y a du sens, donc j'espère effectivement que tes performances sportives suivront, parce que je me dis que quelque part ce qu'on a expliqué, le fait que tu sois libéré dans ta tête, c'est pas pour rien, et c'est pas pour rien que tu as performé tout cet été. Donc merci à toi. Super, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et puis écoute, on va suivre tes aventures. On n'hésitera pas dès que tu fais des performances à les partager autour du podcast et sur nos réseaux sociaux aussi. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.